Des centaines de personnes sont descendues dans la rue cette nuit-là en l'honneur du rassemblement. La famille Rome a commis de nombreux méfaits, d'abord l'évasion fiscale, puis la conspiration. Même s'ils étaient de la famille royale, ils ne pouvaient pas s'en tirer avec une trahison. Le peuple n'était pas prêt à laisser passer tout cela. La protagoniste de l'histoire se cachait dans la foule. Elle détestait tout ce qui se passait autour d'elle. Les idiots, des imbéciles sans cervelle, des paresseux qui ne s'émeuvent même pas d'un feu. Je vous ai dit tant de fois que le premier prince n'était rien. Je vous ai dit que ce bâtard ne pourrait jamais être un bon souverain et faire ses preuves en tant que prince héritier. Combien de fois l'ai-je dit ?» se dit la jeune fille en colère. Retour à Rome. L'arbre du monde sur les armoiries. Un nom synonyme de prospérité éternelle. La famille qui a propulsé le premier empereur sur le trône. C'est donc sans phare que l'on peut dire que l'histoire de Rome est l'histoire de l'Empire lui-même. Il a accumulé d'immenses richesses grâce à l'influence de la guerre de l'art et de la culture. Le Rome, partout dans le monde, a laissé son empreinte. La famille impériale, se sentant menacée par eux, ordonna la restriction des pouvoirs et de la lignée après que Garrick Rome l'ait dirigée. Mais Garrick invente aussitôt le système des bourses et, sans séparer aristocrates et roturiers, fait éclore d'excellents spécialistes. Et ces mêmes spécialistes ont ensuite touché toutes les sphères d'activité, occupant de hautes fonctions. Finalement, c'est le précédent empereur lui-même qui a annulé leur commande. Aussi stupide que vous soyez, comment avez-vous pu assécher un tel clan en seulement 2 ans ? La jeune fille réfléchit à voix haute. La raison de sa colère était simple. Elle aussi avait été membre de la famille Rome pendant un certain temps. La petite fille qui vivait en Corée du Sud et qui était morte dans un accident de voiture, c'était elle. C'est pourquoi, lorsqu'elle a ouvert les yeux pour la première fois dans le corps d'un bébé, elle a poussé un cri de joie, ravie d'être née avec une cuillère en or dans la bouche, sauf qu'elle se trompait. Son père, Ruslan Rome, était le 3e fils du précédent chef de famille, mais sa mère, morte en couche, était une roturière. Elle n'est pas reconnue comme une épouse officielle. Cependant, la petite fille née de leur union reçut l'amour de son père et le nom de famille Rome, avec la permission de son grand-père. Cependant, la petite fille restait une enfant illégitime et ne pouvait espérer rien de plus. Après le décès de son père, quelques jours avant son 11e anniversaire, elle fut peu à peu oubliée, car il n'y avait personne d'autre pour s'occuper d'elle. Mais elle ne pouvait pas rester à l'écart pour toujours. À 15 ans, elle a commencé à travailler pour le clan. Sa persévérance est devenue son moteur. Heureusement, ses compétences n'étaient pas trop mauvaises non plus. Et c'est ainsi qu'elle prit peu à peu de l'importance dans le manoir. Dès l'âge de 18 ans, elle s'occupait déjà de la maison Rome. À 19 ans, elle aidait son grand-père dans ses tâches lorsqu'il tomba malade. Les frères arrogants et incompétents de son père, les cousins qui étaient tout simplement des ordures. Au quotidien, elle n'a qu'une dette à payer, mais elle ne bénéficie d'aucun privilège. Elle mentirait si elle disait qu'elle ne vit pas des moments difficiles. Quel dommage, quel terrible dommage. Si seulement j'avais su un peu plus tôt que j'avais quelqu'un d'aussi gentil, je t'aurais légué notre lignée. C'est ce que lui a dit son grand-père ce jour-là. Mais la protagoniste continue de dire qu'elle n'est qu'une moins que rien. Comment pourrais-je, moi qui suis née d'un roturier, diriger un clan ? Le sourire aux lèvres, mais la nostalgie au fond de l'âme, la jeune fille lui dit « Arrête, Sophia, tu n'es pas Rome ? Moi, Garrick, je le dis en toute certitude, tu en as tout à fait le droit. » C'est la dernière force qu'a prononcée l'homme. Il continua à s'excuser auprès de l'enfant maintenant adulte. « Je suis désolée, j'aurais dû être plus attentif à toi quand tu étais bébé. Tu es aussi ma petite fille après tout. Pardonne-moi. » Ce furent ses derniers mots. Sophia n'en pouvait plus de ces paroles, elle qui avait mis tant d'efforts dans cette maison parce qu'elle aimait beaucoup Rome. Cependant, les frères cruels chassèrent la jeune fille de la maison. L'un d'eux rassembla toutes ses affaires et lui ordonna de partir immédiatement. « Tille, je ne t'ai toléré qu'à cause de ton père, mais ma patience est à bout. Fille bâtarde, tu te prends pour une folle. Sachez vous tenir à votre place. » L'homme dit alors sévèrement. Sophia, de son côté, essayait de le persuader du contraire par tous les moyens possibles. « Je vous en supplie, j'aimerais rester Rome. Laissez-moi travailler pour le bien du clan. »
Elle plaida, presque à genoux. Elle pensait qu'on avait besoin d'elle ici, mais le type n'était visiblement pas de cet avis. Il soutenait qu'elle ne connaissait certainement pas sa place. « Ne t'avise même pas de t'approcher de notre maison !» Sur ces mots, elle a été poussée sur le pas de la porte. La jeune fille a été jetée dehors. Elle n'a même pas été autorisée à exercer le droit d'héritage auquel elle avait droit en tant que Rod. Et en l'espace de 2 ans exactement, Sé et Mauviette ont asséché les Roms. Cette grande famille, la belle maison de Rome, à laquelle elle a consacré sa jeunesse. Désormais, la jeune fille ne fait plus que fréquenter les bars, boire de la bière pour atténuer sa peine. Elle était déjà tellement attristée par tout ce qui s'était passé qu'elle commençait même à se dire qu'elle aurait mieux fait de soutenir l'autre prince. Il suffit d'avoir 2 yeux sur la tête pour s'en rendre compte. Le deuxième prince est 100 fois plus apte à jouer le rôle d'empereur que le premier prince, qui ne passait son temps qu'à jouer aux jeux d'argent et d'amour. Raisonna la dame ivre. Le deuxième prince, Fair Brive Dew. Un génie qui avait été méprisé parce qu'il était né domestique, mais qui, une fois entré à l'académie, s'était immédiatement affirmé comme un individu exceptionnel. Il était le meilleur étudiant dans les disciplines humaines et militaires de l'Académie impériale. Son pouvoir politique est inégalé. Le Parlement des aristocrates, ancien disciple de l'impératrice, le soutenait pleinement. Les imbéciles de Rome avaient suivi le premier prince et s'étaient lancés dans des complots infâmes contre le second prince. Maintenant que le second prince avait obtenu le titre de prince héritier et que l'empereur était tombé dans le coma, ils se sentaient pleinement récompensés de leurs méfaits. Ainsi, alors que la protagoniste s'enfuyait du bar parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer, la silhouette d'un grand cheval apparut soudain devant elle. Sans s'en rendre compte, elle s'est retrouvée par terre. 6 membres commencent à s'engourdir. Elle se rend compte qu'elle est en train de mourir. En même temps, elle se rendit compte à quel point tout cela était stupide. Dans sa vie précédente, elle était morte dans un accident. Dans celle-ci, elle avait été écrasée par l'équipage. Mais aussi frustrant que cela puisse être, au moment où elle a senti sa vie la quitter, sa conscience s'était déjà éloignée. C'est ainsi que la jeune fille a pu ouvrir les yeux. Mais dès qu'elle s'est réveillée, elle a vu son père en face d'elle. Elle était redevenue une petite fille qui lisait un livre avec son père. Sophia ne comprenait pas du tout ce qui se passait. « Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai bien été renversée par un carrosse. Pourquoi suis-je soudain dans la bibliothèque? Et pourquoi la chaise est-elle si haute? » Que de questions dans l'esprit de la jeune fille à ce moment-là, mais que de réponses. Elle ne comprenait absolument rien. Elle n'avait qu'une seule idée en tête à ce moment-là. « D'abord, il faut que je sorte d'ici, » se dit-elle. La fillette demanda donc à son papa de faire une longue marche jusqu'à sa chambre. Il lui proposa son aide pour la raccompagner, mais elle refusa immédiatement. « Non, je peux y aller toute seule, je reviendrai bientôt, » dit la jeune fille et disparut immédiatement de la vue. Mais alors que la Renaissance courait vers une autre pièce, elle remarqua la façon dont les livres de la bibliothèque étaient rangés. C'était une classification qui avait été utilisée avant qu'elle ne change tout. Et pour autant que Sophia s'en souvienne, il devait y avoir une chambre d'amis à côté de la bibliothèque. C'est ainsi que les choses se sont passées, la jeune fille s'y est précipitée. Elle avait d'abord l'intention d'aller dans cette chambre, car elle savait qu'il devait y avoir un miroir. Mais dès que Sophia vit son reflet, elle fut fameusement surprise. « Pourquoi suis-je si petite ?» s'effraya la Renaissante. « Et pourquoi mon corps est-il si faible? J'ai à peine couru quelques mètres que je suis déjà haletante. » Elle continue à ne pas en croire ses yeux. La jeune fille se mit alors à spéculer sur l'âge qu'elle pouvait avoir. Elle s'est souvenue qu'elle était tombée et s'était fait une cicatrice à l'âge de 8 ans. La jeune fille a donc soulevé sa jupe pour regarder son genou. Il n'y avait pas de cicatrice. Maintenant, elle n'avait absolument aucune idée de l'âge qu'elle pouvait avoir. Cela effrayait Sophia, mais rendait cette renaissance et ce retour amusant en même temps. En regardant par la fenêtre, elle a remarqué la verdure autour d'elle. Tous ces arbres avaient été abattus lorsque Vin avait pris le contrôle du clan. Les jeunes arbres avaient été envoyés par le premier empereur en l'honneur de l'achèvement du domaine de Rome. Vin, le fils aîné du clan, les a tous coupés. L'oncle cadet, Lawrence, était en train de ramper devant Vin. Il ne s'y opposa donc pas. Ils étaient tous pareils.
La jeune fille savait que son père était jeune et de santé fragile, mais il était si intelligent que tout le monde l'enviait à l'académie. Si seulement son père n'était pas mort si tôt, les choses auraient pu se passer différemment. Mais au moment où la jeune fille pensait à l'événement le plus triste de sa vie, elle se rendit compte d'une chose. « Attendez une seconde. Mon père est décédé d'une maladie avant mon 11e anniversaire. Le remède a été inventé quelques années plus tard. » Réalise la protagoniste. Cela signifiait que Sophia avait une chance de sauver son père. Il pourrait éviter de tomber malade et tout serait différent. Cela semble impossible, mais après tout, la jeune fille est retournée dans le passé et garde dans sa tête toutes les connaissances nécessaires. Et dans ce cas, elle devrait être capable de le protéger, ainsi que le clan Rom. C'est ce qu'elle devrait faire maintenant. De tristes souvenirs surgissaient devant ses yeux en flashs lumineux, mais la petite fille tentait de se rassurer en se disant que ce n'était pas encore arrivé. Elle devait d'abord empêcher Vin de devenir le chef du clan. Sarah, la femme de Vin, et la mère du premier prince, l'impératrice Lexi Anya, sont cousines. C'est pourquoi Vin a soutenu le premier prince. Il a mis de côté sa perspicacité qui lui a permis de se rendre compte que le premier prince n'était pas apte à jouer le rôle de prince héritier pour passer au second plan. Certainement pas Vin, il faut quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui soutienne le deuxième prince. La petite fille réfléchit logiquement. C'est alors que les dernières paroles de son grand-père revinrent à l'esprit de la jeune fille. Si seulement j'avais su un peu plus tôt que j'avais quelqu'un d'aussi compétent, je t'aurais légué notre lignée. Sa petite fille se souvenait parfaitement de ces paroles. La jeune fille comprit qu'elle devait essayer. Désormais, elle ne se tromperait pas dans le choix de son camp. Le second prince pourrait devenir le prince couronné. Pourquoi ne pas prendre de l'avance et contacter le deuxième prince à l'avance ? Pensa la protagoniste. Et si je peux trouver une utilité à tout ce que je sais 20 ans à l'avance, ce serait certainement un succès. Alors Sophia décida d'essayer une fois. Cela n'aggraverait pas les choses, n'est-ce pas? Maintenant, elle peut être hôtesse. Et pour cela, elle avait besoin de la confiance de son grand-père. Monsieur Garrick a été convoqué par le chef de famille et s'est rendu dans le bureau. Le bibliothécaire informa l'enfant lorsqu'elle demanda où était son grand-père. C'était le bibliothécaire Brom. Dans sa vie antérieure, la jeune fille avait commencé à travailler à la bibliothèque après que Brom eut pris sa retraite pour cause de maladie. Sophia avait même entendu dire qu'il était à l'origine un célèbre professeur de l'académie. « Grand-père bibliothécaire, pouvez-vous me prêter un livre ? Je veux un livre qui s'appelle « Les gens du Sud ». C'est alors que la petite fille s'adresse à lui. L'homme pensait que M. Garrick lui avait demandé de l'emprunter, mais la petite fille a immédiatement commencé à le nier. Elle a soudain dit que c'était elle qui le lirait. C'est alors que la petite fille est arrivée dans le bureau de son grand-père. Elle décida de ne pas entrer et de l'attendre près de la fenêtre. Sophia était très heureuse de tenir l'histoire dans ses mains. « Enfin, le livre que j'avais le plus envie de lire après avoir été chassée du clan !» se réjouit Fia. Elle se mordit les coudes en sachant que le livre était resté tout ce temps dans le dépôt de livres de la famille. Sophia n'avait jamais pu le lire avant sa mort, après tout. Et maintenant, elle avait l'occasion de le lire d'un bout à l'autre. Mais elle fut distraite par les garçons qui s'approchaient d'elle. Il s'agissait des mêmes grands frères. Et parmi eux, il y avait le plus odieux, Vin. Parce qu'il était le petit-fils aîné de Rome, il avait toujours de nouvelles aventures. Et Aslan, qui venait de dépenser l'argent de la famille au jeu comme s'il n'appartenait qu'à lui. De vrais salauds. Dès que la fille vit les frères, elle se mit à rire involontairement. « Oups, c'était une erreur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire dès que je les ai vus. Ils étaient peut-être en colère. » Elle réfléchit immédiatement et s'excusa. Bien sûr, les frères n'étaient pas prêts à laisser passer cela sans réagir. « De qui oses-tu te moquer, sale inférieure ?» C'était un surnom blessant que ses cousins lui donnaient, parce que sa mère était une roturière. « Frère, on dirait que cet inférieur est en colère. » Et alors, ils discutaient également entre eux. Oui, à cette époque, la protagoniste, encore enfant, avait une peur bleue de ces et de là. Leurs brimades étaient trop cruelles et trop fréquentes pour qu'un petit enfant puisse les supporter. Auparavant, elle ne pouvait que pleurer et se mouiller de peur. Et lorsque son père s'en était offusqué,
Vin et Lawrence n'avaient fait que le couvrir de honte, disant qu'il prenait trop au sérieux les farces d'enfants. La jeune fille réalisa alors que c'était l'occasion rêvée de connaître son âge. Vin lui dit, sans rien deviner, qu'elle a maintenant 7 ans. La jeune fille, pour ne pas éveiller les soupçons ou faire l'idiote, dit qu'elle le savait très bien. Il était facile de calculer que Vin avait 10 ans à ce moment-là et son frère Aslan 8 ans. Déjà si grand, et tu te comportes toujours de manière aussi inculte. Tu ne peux pas brutaliser ta cousine et la traiter d'inférieure, déclara alors la jeune fille. Mais cela sembla déplaire encore plus à l'un des frères. Il lui donna un coup de poing. « Comment cette humble créature ose-t-elle me regarder comme ça ? Ha ha ha, c'est génial ! Inférieure, mais tu oses me faire la leçon ?» Il continua à parler et donna un coup de poing à la petite fille. « Tu sembles penser que tu es notre égale puisque nous partageons le même nom de famille. Tu n'es pas Rome. » Il a poursuivi en disant « Tu n'es pas un Rome. » Il exigea donc que la fillette retourne dans son bidonville de roturière. Puisqu'il y avait une fille adulte devant les gars qui étaient dans le corps d'un bambin, elle savait exactement ce qu'elle devait faire dans de telles situations. Sans réfléchir longtemps, elle riposta en frappant l'un des types avec son livre. Vel est un chiot mal élevé, un petit chiot qui jappe après un tigre. Aujourd'hui, je vais te sevrer de cette habitude. Et c'était l'objectif de Sophia. Leur désaccord était si fort qu'il avait déjà dégénéré en bagarre. Les enfants étaient grossiers, criaient et se traitaient de tous les noms. À ce moment-là, quelqu'un sortit du bureau du grand-père. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande l'un des hommes. Quelle ne fut pas la surprise des adultes lorsqu'ils virent les enfants se battre par terre devant eux. C'est le père de Vel qui a le plus paniqué. Les enfants ont immédiatement couru vers leurs parents en larmes pour se plaindre. Ah, le père odieux, l'enfant méchant, demanda immédiatement à la fille de s'excuser auprès de son fils. « Tu vas enfin te calmer ?» dit le chef de famille d'une voix forte. Le grand-père, au moins pour une seconde, réussit à faire taire le bruit autour de lui. Garrick demanda à Aslan de lui raconter ce qui s'était passé ici. « C'est... Mon frère Vel et moi étions en train de nous promener, et incomplètement. Oups ! Sophia s'est soudain jetée sur nous. Elle lui a donné un coup de pied, il est tombé tout droit. Et puis avec un livre et 1 et 2. Immédiatement, l'enfant a commencé à raconter. Et après que des adultes aient pu croire à de telles absurdités, on peut imaginer à quel point la petite fille a été offensée. Déformer ainsi les faits, alors que ce sont les frères eux-mêmes qui sont à blâmer. Comment peut-on croire une telle chose? Après avoir écouté attentivement l'enfant, le grand-père s'adressa directement aux frères. « C'est vrai? Sophia a commencé à vous battre, toi et Vel, sans raison ?» demande l'homme. Et là, bien sûr, les enfants ont confirmé. Vel a même commencé à leur dire que Sophia ne les avait jamais détestés. Mais le grand-père ne voulait pas l'écouter. « Ne te mêle pas des conversations des autres, Vel. Pourquoi ne connais-tu pas encore les règles de la bienséance? Remettre l'homme à sa place. » Vel était vraiment stupide, après tout. Grand-père déteste plus que tout s'immiscer dans le dialogue des autres. C'est alors que Garrick l'informa qu'il était temps pour Sophia elle-même de parler de toute cette situation. Si c'était l'ancienne petite fille, elle aurait évité les regards. Une enfant illégitime, une pleurnicheuse avec une grande peur, telle était la petite. Mais c'était différent aujourd'hui. La jeune fille déclara avec assurance qu'elle n'était coupable de rien. Le père du frère célibataire a également interrompu l'enfant. Et c'est en vain qu'il le fait. Tout à l'heure, sous ses yeux, son fils avait commis la même erreur, mais il n'en avait pas moins. La pomme du pommier, c'est ainsi que la fillette put enfin raconter ce qui s'était passé. J'attendais mon papa, mais soudain, Vel et Aslan sont entrés et ont commencé à se moquer de moi, à me traiter d'inférieure. Je leur ai demandé de ne pas le faire et ils m'ont giflé. La protagoniste a commencé à raconter. Elle avoue également que c'est Vel qui l'a frappée. Il m'a traité de basse créature. Il m'a dit d'aller dans les bidonvilles où vivent les gens du peuple, raconte Sophia. À ce moment-là, bien sûr, la jeune fille a aussi honte. Surtout, elle se sentait gênée devant son père. « Je suis désolée, mon père. Soyez indulgent avec moi pendant un moment. Pour l'instant, je dois juste révéler la façon dont j'ai été traitée dans ce manoir. Et à quel point ces types sont pourris depuis que je suis enfant. » Sophia se console à ce moment-là. Après l'avoir écoutée attentivement,
Son grand-père décida de lui demander la raison pour laquelle la petite fille avait levé la main sur son frère. « J'ai frappé Vel parce qu'il m'a dit que je n'étais pas Rome », justifia la fillette. La mère de Sophia, après tout, n'avait jamais pu obtenir l'autorisation pour le nom de famille Rome. Alors, le naturel n'allait pas le nier. « Oui, je ne suis pas complète, mais même si je ne le suis pas, je suis définitivement une Rome, le Rome que grand-père a reconnu », déclara l'enfant. Dans sa vie passée, à la tête du clan, Sophia avait douloureusement réalisé que le fait d'exister ne signifiait pas qu'elle n'était pas complète du tout. Elle était 100 fois plus apte à porter le nom de famille que les idiots qui se contentaient de se vanter de le porter. Sophia avait définitivement compris qu'elle n'était pas moins Rome que les autres. « Alors tu ne l'as pas frappé parce qu'il t'a traité de bestiole, mais parce qu'il a dit que tu n'étais pas une Rome ?» Son grand-père décide alors de lui poser la question. Et cette question était exactement la bonne. Exactement ce que la petite fille essayait de faire comprendre à tous les adultes. L'homme a également remarqué que, même si la petite fille s'était fait mal au genou, elle ne pleurait pas du tout. Il avait pourtant entendu dire qu'elle était une vraie pleureuse. « Je vais pleurer après avoir dit tout ce que je voulais dire. Je vais aller dans ma chambre et j'y pleurerai. » Sophia a alors dit soudainement. Le père de la jeune fille est intervenu dans la conversation. « Je suis désolé, papa. Je pense que nous devons nous occuper de la blessure de Fia, » dit l'homme. Le grand-père les laissa donc partir. Mais la jeune fille demanda à rester encore 1 minute. Elle se rendit rapidement à l'autre bout de la pièce pour prendre son livre. La jeune fille a également admis qu'elle avait maltraité l'histoire, et elle a donc décidé de s'excuser. « Je l'ai maltraité. Un livre sert à acquérir des connaissances, pas abattre, lu, oi, blessé », ajoute Petty. Elle a expliqué qu'elle pensait sans hésitation que lorsqu'on se rend compte qu'on est coupable, il est important de l'admettre rapidement. Cela a encore plus plu à son grand-père, qui a expliqué qu'il était maintenant vraiment possible de se disperser. Mais le père du frère de la protagoniste, mécontent, ne s'est pas tu non plus. « 1 seconde, papa. Tu veux bien fermer les yeux ? Sophia a fait ça à Vel, l'aîné des petits-enfants du clan. Elle doit être punie à la hauteur de son crime. » Compte l'effronté Vin. En réalité, il n'aurait pas dû dire cela. Après tout, son grand-père aurait pu penser que l'homme avait décidé de contester la décision du membre le plus important de la famille. Van était vraiment un crétin qui n'avait aucun sens de l'ambiance. « C'est ici que je mets un terme à tout cela. Arrête et va dans ta chambre », dit le grand-père en claquant la porte et en retournant dans son bureau. Le père de Sophia s'est incliné et a expliqué que c'était la volonté de son père. C'est ainsi que les choses se sont terminées. Mais ce n'était pas tout ce que le type avait à dire. « Ah oui, Vin, ne prends-tu pas trop au sérieux les farces enfantines ?» Son frère lui a donné une leçon encore plus importante. Le père aimant avait emmené sa fille chez leur guérisseur dès qu'ils avaient découvert la cause du conflit des enfants. Si tout s'était passé comme dans sa vie antérieure, la fillette aurait eu une cicatrice à cet endroit à l'âge de 8 ans. Mais elle ne s'est rien cassé. La petite fille avait mal ailleurs aussi. Quand Vel l'a poussée, elle est tombée par terre de travers. Un grand adulte pousse un petit enfant de toutes ses forces. Mais que peut-on attendre d'une personne basse et mesquine? À en juger par le degré de gonflement, ce n'est pas cassé. Mais il vaut mieux être prudent pendant un certain temps. Je vais vous donner une pommade spéciale. Je le ferai savoir au docteur. « Merci, docteur Homme. Je voudrais parler à ma fille. Pourriez-vous sortir ?» Le père de Sophia lui demande alors. « Oui, je serai dans le laboratoire. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Informa l'homme et quitta le bureau. Une fois la petite fille seule avec son papa, l'homme lui a immédiatement demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit que ses frères la tourmentaient. « Ah, le regard troublé de papa! La même couleur que les miens !» se dit alors la petite fille en regardant son père droit dans les yeux. C'est alors que la petite dit que ses frères lui ont dit qu'ils la frapperaient plus souvent si elle parlait plus fort. Le père du protagoniste n'aimait pas du tout ce comportement des petites brutes. L'homme voulait vraiment leur donner une leçon. « Moi, c'est ce garçon !» Il était en colère. Mais la jeune fille a expliqué à son père qu'il ne s'était rien passé de grave. Elle savait qu'aujourd'hui, elle avait battu violemment l'un des garçons, alors il ne dirait plus jamais cela. Après tout, elle l'avait supporté jusqu'à présent, mais elle ne recommencerait pas. « Je les frapperai à mon tour !»
Et s'ils ne s'en rendent pas compte, je courrais en pleurant vers les adultes. « Alors, ne t'inquiète pas trop. Je vais bien, papa, » dit aussi sa petite fille. Le père est heureux de saluer le courage de sa fille. Il rappela également à la petite fille de ne pas l'appeler père, mais simplement papa. La jeune fille se souvint alors qu'elle l'avait déjà appelé ainsi à son âge. Il s'était écoulé tellement d'eau qu'elle avait complètement oublié. « Papa, nous vivrons heureux pour toujours ensemble !» Elle était également d'accord avec son père. Et ce dernier n'avait guère compris le sens de ces paroles à l'époque. Il ne comprendrait jamais. L'objectif de la jeune fille était que cette fois-ci, il ne meure pas de façon aussi ridicule. Sophia pouvait protéger son père et la famille Rome. La première chose à faire était d'ouvrir les yeux de son grand-père et d'obtenir ses aveux. Aussi pathétique qu'il soit, Vin est le fils aîné du chef de famille. Pour cette seule raison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, beaucoup de gens le perçoivent déjà pratiquement comme le chef. Et Lawrence lui colle déjà à la peau. Un père n'a besoin que de livres pour être heureux. Sophia, elle, a 3 sommets à conquérir. C'est comme si elle avait un 3e fils qui n'existe pas. Fille incomplète. Ajoutez à tout cela que le protagoniste est maintenant très jeune. Le grand-père, dans sa vie antérieure, ne pouvait confier les fonctions de chef de famille à aucun de ses enfants. Il a tout assumé jusqu'au bout, et c'est pour cela qu'il est tombé malade. Sophia devait maintenant montrer ses compétences à son grand-père le plus rapidement possible, afin que cela ne se reproduise pas. Mais le problème était que Sophia était un enfant bâtard, et une fille en plus. 6 faiblesses ne disparaîtront pas, même si elle devient le successeur. Parfois, elle lirait définitivement la fille par les bras et les jambes, mais cela pourrait être facilement compensé par le patronage du prince héritier. Par conséquent, même si ce n'est pas pour sauver le clan, elle devrait certainement attirer l'attention du second prince, de préférence pour l'aider à accroître son influence et à gagner la confiance de son entourage, afin qu'il puisse obtenir le titre de prince héritier encore plus facilement qu'auparavant. Si elle réussit, le futur empereur ne tournera pas le dos à la maison Rome qui l'a longtemps aidé. Ils pourront certainement s'entendre. Ah, c'est vrai, c'est à cette époque que la mère du second prince devrait décéder. À ce moment-là, le personnage principal se souvint avec justesse. On disait qu'elle était décédée l'un des jours de la saison des pluies de cette année. Elle n'avait même pas pu trouver de médecin à cause de l'impératrice. C'est ainsi qu'elle est morte, misérablement. Cependant, Sophia a également entendu dire que le 2e prince avait fait subir la même chose à l'impératrice lorsqu'il a été couronné. Quel remède y a-t-il quand on est enfermé dans un palais froid? Elle ne pouvait même pas reconnaître le nom de sa maladie. D'après cela, le tempérament du prince n'est pas conventionnel non plus. Quoi qu'il en soit, ce garçon devrait être seul 24 heures sur 24 à présent. Si cela ne tenait qu'à elle, la jeune fille serait allée le voir tout de suite, mais pour les enfants roms, les sorties du manoir sont interdites jusqu'à l'âge de 11 ans. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. La seule exception à la règle était l'autorisation du chef de famille. Il était donc possible d'attendre un peu. Sophia pensa à accroître son autorité dans le manoir, puis elle se précipiterait immédiatement chez le prince. Sur ses aises entrefaites, un invité invisible pour lui entra dans la chambre du père de la jeune fille. « Excusez-moi, mais puis-je entrer un peu ?» demanda Léra. « Monsieur Léra, que faites-vous ici ? Votre père vous a-t-il demandé de livrer quelque chose d'urgent ?» Il décide alors de demander au fils de Garrick. Léra était le bras droit de son grand-père. Il serait bientôt chargé de suivre les groupes commerciaux de la famille. Mais en ce jour, on ne savait pas ce qui avait amené un tel personnage ici. C'est alors que l'homme révéla qu'il était venu voir une petite fille, Sophia. Ce soir-là, Garrick appela le monsieur auprès de lui. Le grand-père lui dit que sa petite fille avait pris un livre spécial à lire. L'homme se demanda ce qu'en pensait son assistant. « Je me demande s'il n'y a pas eu un malentendu. » L'homme décide de se renseigner. Pourtant, il a des doutes, car Les Hommes du Sud est un manuel spécialisé pour des recherches précises. Ce n'est pas le genre de livre que lirait maîtresse Sophia. Je veux dire, elle n'a même pas 10 ans. Elle a probablement juste aimé la couverture, n'est-ce pas? La couverture est d'un vert profond. Il y a de fortes chances qu'elle l'ait accidentellement confondue avec un livre de contes de fées. L'invité avance sa théorie. Mais Garrick expliqua que c'était peu probable. Cela pouvait être le Céas avec un enfant ordinaire, mais pas avec Sophia.
Et si l'homme avait convoqué son partenaire, c'était justement pour qu'il puisse vérifier personnellement si la fillette était surdouée. Désormais, Sophia sera également entraînée comme les autres enfants, déclara alors le chef du clan. Les rats n'étaient pas enchantés par une telle déclaration. Maître, je vais me répéter, mais Sophia Sama est très petite. Il est difficile pour un enfant de cet âge de rester assis longtemps. L'assistant tenta de faire passer son message. Pourtant, ce que le roi essayait de faire comprendre à son bras droit était évident. Sophia était peut-être une enfant particulièrement intelligente. L'homme révéla que la mère de la jeune fille était une nomade. Elle était incroyablement belle, mais c'était la seule chose pour laquelle elle se distinguait. Je ne vous cache pas que je n'étais pas particulièrement intéressée par sa fille pour cette raison non plus. Mais aujourd'hui, il m'a semblé qu'elle était celle qui pouvait correctement hériter du sang de mon espèce. Garrick partagea, bien que l'employé en face de lui continuait de penser que c'était impossible. Léra, quant à elle, était persuadée qu'il s'agissait d'un enfant normal, quel que soit l'angle sous lequel on le regardait. De retour au présent, l'assistant de l'empereur entra dans la chambre de son père. « Bonjour, maîtresse, je m'appelle Léra. Je ne suis pas la plus compétente, mais je suis l'instructrice du jeune Rom Sama. » Le professeur se présenta. Le garçon lui-même pensait alors que le maître avait dû faire une erreur. L'autre jour, il s'était arrangé avec Garrick pour que Léra fasse passer une sorte d'examen afin de connaître le niveau exact. Si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, vous ne pouvez pas me forcer à l'inscrire à des cours, même par ordre. C'est pour préserver l'atmosphère d'apprentissage. Comprenez-moi bien. Demande de l'éducateur ce jour-là. Je suis ravie de vous rencontrer, Léra-san. Je m'appelle Sophia Rom. La petite fille lui dit également bonjour. L'homme s'est déjà figé sur place, stupéfait. L'enfant fit une révérence parfaite, ce qui était déjà admirable. Bien sûr, la protagoniste savait qu'elle avait bien fait. Après tout, elle avait appris de l'instruction et regardé les leçons pour les jeunes successeurs de Rome. Les leçons de Rome ressemblent à un simple système d'enseignement à domicile. Mais en réalité, il s'agit de la première étape d'une appréciation de sang-froid. Tout d'abord, quel que soit l'âge, seuls les enfants prêts à suivre les cours peuvent y participer. C'est pourquoi le niveau des enfants est déterminé en fonction de l'âge auquel ils sont prêts à suivre ces cours. De plus, l'âge de fin des cours n'est pas non plus déterminé. Le fait de notifier que l'on ne peut plus assister aux cours signifie parfois que l'on perd ce droit. Enfin, la note obtenue à chaque cours est immédiatement communiquée au chef de clan. Le chef de clan est le meilleur des meilleurs. Il scrute tout ce que les enfants disent et font. Cependant, dans sa vie antérieure, Sophia n'a pu assister à ces leçons qu'à l'âge de 9 ans, et la jeune fille ne comprenait donc pas pourquoi les choses se passaient si tôt aujourd'hui. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous poser quelques questions. Réponds-y calmement. La pédagogue l'informa alors et la jeune fille accepta calmement. Bien sûr, Léra décida de commencer par des questions sur le livre. « Très bien, ce livre que tu tiens dans tes mains en ce moment, j'ai entendu dire que tu l'avais personnellement emprunté. » La personne commença à parler. La jeune fille se souvint immédiatement que son grand-père avait prêté attention à ce livre le soir même. Enfin, c'était en fait ce que Sophia voulait. Et puisque tout s'est passé comme ça, maintenant elle a vraiment une chance spéciale. La protagoniste a donc avoué qu'elle le lisait depuis hier. C'est alors que Léra a décidé de demander quel était le sujet de ce récit. « Je n'ai pas encore lu grand-chose, mais il est dit qu'il y a des gens extraordinaires qui vivent en groupe dans la forêt au sud de l'Empire. Ce livre parle d'eux. » Raconte la petite fille. Elle a également précisé qu'il avait été écrit par l'auteur Ro. Elle l'a vu sur la couverture. L'enseignante lui a ensuite demandé de raconter le premier chapitre, ce que la fillette n'a pas hésité à faire. Un homme nommé Ro raconte comment des rumeurs de gens venus du sud sont parvenues jusqu'à lui. La petite fille d'âge préscolaire répondit calmement. Il était évident que Léra était très surprise. Cela se lisait sur son visage. Il pensait sans doute que la petite fille se promenait avec ce livre comme un jouet. « Je comprends. Ce livre contient beaucoup de choses ennuyeuses, même pour un adulte moyen. » pensa la jeune fille. « Tu es venue parce que tu voulais le lire? Je te le prête? Je suis curieuse de connaître la suite, mais je pourrai le lire plus tard. » décida alors la jeune fille. Léra décida alors de passer en revue la trame de l'histoire.
Il commença à énoncer qu'il y avait 3 rumeurs que Ro avait entendues, mais aussitôt, Sophia interrompit poliment le professeur. « Attendez 1 minute, professeur Fellé, vous avez fait une erreur. Ro n'est pas un homme, mais une femme. C'est écrit dans la préface. Le nom complet est Ava Ro. » Corrige la petite fille. Le livre était en fait l'histoire d'une femme scientifique. Léra fut tellement surpris qu'il dut emprunter brièvement le livre à l'enfant pour l'examiner à nouveau. Il pensait qu'un livre de recherche aussi célèbre avait été publié par un homme. L'enseignant lui a dit qu'il l'avait lu en entier, et il s'est avéré qu'il l'avait lu superficiellement. Étant donné qu'un jeune enfant ne peut pas comprendre la littérature spécialisée, j'ai été victime de préjugés. À ce stade, Léra n'a plus de questions à poser. Le professeur est enfin convaincu que la jeune fille pourra suivre les cours à partir de samedi prochain. Mais en même temps, le professeur a décidé d'avertir la petite fille qu'au début, il lui serait difficile de suivre les cours, parce qu'elle rejoignait un groupe déjà très actif. Ce fait n'a pas du tout perturbé la petite fille, qui s'est exclamée « Je vais apprendre une nouvelle langue, je vais apprendre beaucoup de choses nouvelles, j'ai l'impression que ce sera intéressant !» Son attitude était positive. « Bon, si vous le permettez, je vais y aller. Je vous verrai en classe », dit le professeur, tandis que papa félicitait sa petite fille préférée. Dès que Léra est arrivée dans sa chambre, il s'est immédiatement mis à penser à la fille qu'il avait récemment rencontrée. Le poste de responsable de la formation n'offre pas de perspective brillante. J'étais sur le point d'envisager de démissionner. Je devrais peut-être rester un peu plus longtemps, se dit le professeur, qui avait été tellement inspiré par les capacités de la petite fille de 7 ans. Il était clair pour lui que ce serait un plaisir d'enseigner à cet enfant. Le lendemain, papa propose à Sophia d'aller pique-niquer. « Allons pique-niquer! Cela fait longtemps que nous n'avons pas pique-niqué et il fait beau !» dit son père en tenant un panier contenant toutes sortes de friandises. Il a pris beaucoup de gâteaux et de biscuits préférés de Sophia. Il proposa alors à sa fille préférée de lire un livre ensemble sous le soleil. « Ah oui, puisqu'on sort, on peut s'arrêter un moment chez le docteur Homme. Nous le remercierons en même temps d'avoir soigné la blessure de notre fille à... » ajouta discrètement le père. Comme le corps de l'enfant contenait une fille adulte expérimentée, elle était bien consciente que c'était sa façon de mordre à l'hameçon, craignant que la fille ne veuille pas aller à l'hôpital. C'était son père, et il est si gentil. La fille a dit que c'était exactement ce qu'elle pensait, ce qui a fait encore plus plaisir à l'homme. Finalement, ils sont allés ensemble voir le monsieur. « Bonjour, docteur Homme. Nous ne vous dérangeons pas trop ?» dit Ruslan en guise de salut. Avant que Rome, le bébé dans les bras, n'entre dans leur chambre, le docteur discutait avec une fille. « J'ai du temps libre. Je donnais juste un conseil à mon étudiante, » dit l'homme. C'était l'occasion de présenter la jeune fille aux visiteurs de la chambre d'hôpital. « D'ailleurs, cela vaut la peine de vous la présenter, puisque c'est le SKA. Voici mon apprentie, Esther, » dit le médecin, et la jeune fille s'incline. « Papa, je veux être soignée par cette petite sœur. » La petite fille commença alors à devenir grincheuse. Son père lui expliqua que le médecin était dans la pièce, mais la fillette continua à s'entêter. Elle prétendait qu'elle aimait beaucoup cette petite sœur. « Je vais me faire soigner par ma petite sœur. » La jeune fille persistante a continué à dire. Apparemment, elle a une grande affection pour la maîtresse. Cette fille est très compétente, alors tu n'as pas à t'inquiéter, Ruslan-san. Et je garderai un œil sur elle également. Vous permettez, maîtresse ? L'homme décida de demander. Cette fille était en effet capable. C'est une spécialiste qui créera plus tard un médicament très important. Il était évident que la petite sœur était nerveuse, car dès qu'elle a commencé à regarder la petite fille, ses mains ont tremblé très fort. La petite fille décide alors de soutenir la jeune stagiaire. Sis a dit qu'elle s'appelait Esther, n'est-ce pas ? Waouh, c'est un très beau nom. Je m'appelle Sophia et mon père s'appelle Ruslan, raconte la protagoniste. La jeune fille a également commencé à demander ce que l'infirmière apprend du médecin. Il s'est avéré qu'Esther étudie la botanique médicale. En général, il règne une atmosphère amicale dans le cabinet. La petite fille aimait bien Esther, et la jeune fille lui a promis qu'elle viendrait la voir encore et encore pour des rendez-vous. L'infirmière, après avoir fait son examen, a constaté que l'enflure avait presque disparu. Il était donc possible de changer de médicament. Le médecin dit d'apporter l'extrait de l'herbe sac.
La fillette revint avec ce que la petite fille pensait être une fiole à l'aspect très effrayant avec un liquide vert à l'intérieur. « D'accord, maîtresse, vous n'avez qu'à le boire. Toute tumeur restante disparaîtra immédiatement, » lui dit Esther. Pour apaiser un peu les craintes de l'enfant, le papa décide d'offrir à Sophia 16 biscuits aux pépites de chocolat préférées après qu'elle ait bu ce liquide. N'ayant plus rien à faire, la protagoniste n'a eu d'autre choix que de les sortir. La fillette décida de fermer les yeux et de les avaler d'un seul coup. Le goût était horrible, mais le médecin et sa sœur l'ont guérie. Maintenant, la petite fille a retrouvé ses biscuits chéris, mais elle ne veut plus les manger. Elle a donc dû en donner au docteur Homme et à l'infirmière Esther. Ensuite, le papa a pris sa fille dans ses bras et ils ont dû partir. La rencontre avec Esther a dépassé toutes les attentes de Sophia. La prochaine fois, la jeune fille décida de la désigner à son tour. Ainsi, elle pourrait se rapprocher. Sur le chemin du pique-nique, la protagoniste s'est également souvenue qu'à cette époque, il s'était passé quelque chose au domaine. C'était un souvenir très précis. À ce moment-là, Garrick était déjà assis avec son bras droit Léra pour lui faire part de ses impressions sur le bébé. « Je vois maintenant ce que vous vouliez dire, maître », admit alors le professeur. « C'est tout » MDA. « Ceux qui étaient avant et ceux qui est maintenant, votre jugement est si avare. » L'homme dit alors sa déception. Mais ce n'était pas du tout le chia, Léra avait encore beaucoup de choses à dire. Pour être honnête, après avoir terminé l'examen, j'ai un peu sondé les serviteurs de l'entourage de M. Ruslan, mais personne n'a remarqué le génie de madame. Lorsque j'ai affirmé qu'il avait dissimulé le droit de madame à assister au cours, la réaction de M. Ruslan a commencé par un choc tout à fait inattendu. L'éducateur a ajouté « J'imagine que madame cachait peut-être ses capacités depuis tout ce temps. » L'assistant du roi a ensuite déclaré « Même s'il s'agissait d'une hypothèse du professeur, elle était tout à fait appropriée. Honnêtement, il est clair pour tout le monde que Ruslan manque à la fois d'influence et de capacité. L'environnement est-il si mauvais qu'une petite fille doive cacher ses talents ?» s'étonna son grand-père. Pourtant, Léra rappela à Gary qu'ils avaient encore beaucoup de temps. L'homme n'était pas pressé. Il n'y avait pas de mal à observer d'abord. Ainsi, au bout d'un moment, Léra allait devoir réprimander personnellement son maître sur les résultats de sa petite fille. Mais c'est alors que leur conversation fut interrompue par un homme qui entra dans le bureau de son père. C'était M. Van. Le duc lui a dit que les gens du groupe commercial de Du étaient arrivés. « Vous allez donc vendre dans la capitale des textiles qui ne sont commercialisés que dans la région de l'Est ? Actuellement, le groupe commercial de Du ne peut pas assumer pleinement de telles activités commerciales. Alors il demande à Rome d'organiser le transport. » Garrick décida de clarifier la situation et le partenaire de son fils le confirma. Outre le fait que l'homme allait emprunter le paiement de CS Textile à la Banque de Rome, il souhaitait également demander au professeur une somme avec une réserve. « Vous n'avez pas à vous inquiéter du remboursement de la dette. Je suis le chef du groupe du trading, Croy Angel. Je jure par le nom de ma famille que je ne tromperai pas votre confiance. » L'homme ajouta également. Mais ce clan n'inspirait décidément pas confiance à Léra. « Angel, même s'il s'agit du clan de l'impératrice, il doit y avoir une limite à l'insolence. Qui oserait soutirer de l'argent à un débiteur quand il vient de la famille impériale? En d'autres termes, le Rome sera responsable de l'argent et des tracas, et ils n'en récolteront que les fruits. » Le pédagogue a tout analysé. Ensuite, dans le CA du droit d'entreprise, les conséquences seront également supportées par le sexe du Rome. Le propriétaire ne peut pas accepter une offre aussi terrible. L'homme décide donc de confier l'affaire à son fils, le duc Vin. Il lui demande de faire de son mieux pour réussir. « Oui, vous pouvez me faire confiance, mon père. Monsieur Croy, venez, allons discuter des détails dans ma salle d'attente. » Vin se réjouit alors. Mais Léra n'allait pas tout laisser tomber si facilement. Pour commencer, l'homme proposa d'examiner d'abord la marchandise. Puis il pourrait déjà discuter de tout. Tout doit se faire dans l'ordre. On ne peut pas se mettre d'accord sur quoi que ce soit sans connaître la marchandise avec laquelle on doit travailler. Mais l'héritier de la famille Rome n'a même pas prêté attention à ces paroles du professeur. Il se dirigeait toujours avec son partenaire vers la sortie. « C'est juste notre employé. Ne faites pas attention à Monsieur Angel, » dit Vin. Vin, au contraire, se mit encore plus en colère. Il décida lui aussi de remettre le professeur à sa place. « Et vous? Vous n'êtes qu'un simple assistant!
Comment osez-vous intervenir? Partez tout de suite! Hurle l'homme. L'homme pensait que cette entreprise serait un succès et la lignée d'Ange continuait de s'épanouir personnellement. Je me fiche de savoir combien d'argent cela rapporte. L'argent va toujours de pair avec le pouvoir. Cette dette sera ma vie en or. Je serai au même niveau que la famille impériale. C'est ainsi que pensa le type désagréable. Alors que le fils s'apprêtait à partir, Garrick se dit que la mission de vérification des marchandises était tout à fait réalisable. En fin de compte, le type devait s'arranger avec le chef du groupe commercial. J'ai juste préparé quelques copies et laissé quelques textiles dans l'entrepôt de la capitale. Je vous les apporterai un autre jour, a informé M. Croy. De ce fait, Vin a dû s'excuser à nouveau auprès de son investisseur, car cela pourrait le gêner. Non, ce n'est pas grave. C'est la volonté du chef du clan Rome. Je suis capable de l'exaucer, répondit le collègue. Mais combien de temps allez-vous lécher les bottes de l'homme qui est venu vous emprunter de l'argent et des ressources? Il semblait que seul le professeur pensait à un fils aussi désagréable du maître. « Maître, ce n'est pas du tout un marché. Repensez-y. Chanel n'aurait jamais fait une proposition aussi stupide. » Léra prit la parole. « Si, mais réfléchissez bien, le jeu n'en vaut-il vraiment pas la chandelle ?» dit Garrick. Et c'était un défi. Un enfant réagit toujours de manière excessive, un autre se moque de tout, et le troisième est trop faible d'esprit pour faire quoi que ce soit. De tous, Chanel était la meilleure candidate, mais le père n'avait pas confiance en son mari. Chanel se porte bien et Garrick ne s'occupe que d'elle. C'est le principe de base. Le chef de famille n'intervient pas dans la bataille des héritiers. Cela permet la plus grande objectivité. Et puisque c'est le CEAS, Garrick devrait au moins soutenir la progéniture qui essaie au moins de faire quelque chose. Maintenant, un autre procès pourrait avoir lieu. Cette fois pour Angel et Vin. N'aviez-vous pas récemment de grands espoirs pour maîtresse Sophia? C'est alors que l'assistante intervint dans le raisonnement du maître. Garrick pensait qu'elle était sans doute intelligente, mais après tout, ils en savent encore trop peu sur ses capacités innées. De plus, elle est extrêmement jeune. Ils ne peuvent donc qu'attendre. La période de probation de cet enfant vient à peine de commencer. À ce moment-là, la petite fille elle-même s'apprête à aller en classe. Elle doit se rendre dans la salle où les autres enfants attendent le début des cours. Vel, Myron, Cyril et Larissa sont là. Quelle ne fut pas la surprise des garçons lorsqu'ils virent une si petite fille dans la salle. Sophia a dû les informer qu'à partir d'aujourd'hui, elle étudierait elle aussi. Bien sûr, Vel n'a pas cru tout de suite que la petite fille était venue étudier. « Tu dis qu'on te laisse entrer dans les mêmes classes que moi? Mensonge, menteuse, pour quelqu'un comme toi !» s'écrie l'enfant mal élevé. La jeune fille savait qu'il ne servait à rien de passer ses nerfs sur cet enfant stupide, mais c'est alors que les jumeaux s'approchèrent d'elle. Ils commencèrent immédiatement à écarter le petit rustre. Vel, ce qui ne manqua pas de la surprendre. Dans sa vie d'avant, Cyril et Myron avaient été différents. Ils se fichaient d'elle d'en haut. Et maintenant, les gamins commençaient à lui demander si c'était vrai qu'elle s'était battue avec le fils du duc Vin. Peut-être que les enfants pensaient qu'elle était plutôt cool à ce sujet. C'est alors que le professeur est entré dans la salle. Le cours commençait. Heureusement, le cours a commencé sans problème. Mais Sophia était toujours préoccupée par une question, pour une raison quelconque. Les jumeaux étaient collés à ses côtés. Cyril et Myron sont les jumeaux de tante Chanel. Dans sa vie précédente, ces deux-là ne se désintéressaient pas de Sophia. Ils n'avaient même pas fait attention à elle une seule fois. Non, ils ne l'ont pas fait. Lorsque Sophia avait été battue par Vel et Aslan, ils ne lui avaient même pas jeté un regard, l'ignorant complètement et la regardant entre ses doigts. C'était bien ainsi que les choses se passaient. Pourquoi agissent-ils comme ça tout d'un coup? Je me sens vraiment mal à l'aise. Elle ne comprenait pas le protagoniste. Elle doit écouter attentivement la leçon. Léra l'informa qu'aujourd'hui, ils allaient apprendre le concept de base du commerce. Bon, sinon, ce n'était pas très différent des attentes des renaissants. Vel somnolait tranquillement sur son lit. Chaque fois que le garçon se montrait ignorant, Sophia pensait qu'il écoutait au mauvais endroit pendant les leçons de Rome. Mais elle ne s'attendait même pas à ce que ce soit aussi vrai. Il est étrange que le professeur entende parfaitement tout ce qu'on lui dit et que, pour une raison ou une autre, il ne le punisse pas.
Léra n'essaie même pas de le réveiller. Lorsque le professeur se retourne et voit le comportement de tous les enfants, il se contente de rire doucement. Il ne donne aucune punition. Il n'essaie pas de maintenir la discipline et il n'essaie pas de les intéresser à quoi que ce soit. Mais après la leçon, il rapportera tout au chef du clan. « D'accord, puisque c'est le SIAS, je dois faire mes preuves. Professeur, sachez que je vous écoute avec beaucoup d'assiduité et d'attention. » C'est ce que pense la petite fille à ce moment-là. Quelques heures plus tard, la leçon était déjà terminée. Mais le professeur a annoncé qu'il donnerait aujourd'hui un devoir spécial. Le délai était fixé avant le cours de la semaine prochaine. Le sujet du devoir était une bûche ordinaire. Léra a dit qu'elle était forte et qu'elle poussait rapidement. C'est un arbre de vie, léger et répandu sur le continent. Votre mission, vendre cette bûche et être payé pour cela. Vendez-le comme vous voulez. Vous pouvez la couper ou la poignarder. Vous pouvez la brûler s'il le faut. Cela n'a pas d'importance, explique l'éducateur. Mais l'homme précise aussi qu'une seule chose est interdite, utiliser son statut pour forcer l'achat. La condition était de ne vendre cet arbre qu'à la personne qui en avait besoin. Et il est évident que cela contrarie pour le moins les jumeaux. On a tout de suite compris comment ils allaient procéder. C'est alors que le professeur leur a dit que ce tronc n'était pas pour tout le monde, mais seulement un spécimen. Les carnets de bord pour leur travail avaient déjà été livrés dans les chambres des enfants. Les enfants avaient déjà commencé à réfléchir à ce qu'ils allaient en faire. Mais il était évident que Vel ne voulait pas le faire, même s'il ne le cachait pas. Pourquoi devrais-je faire quelque chose comme ça? Un travail où l'on touche personnellement de l'argent est vulgaire. Une sorte de vente peut être confiée à ceux qui sont en dessous de vous, informa le jeune homme nocif. Serral l'avait sérieusement endoctriné avec le modèle de pensée des nobles. La dépendance à l'égard de l'argent est défavorable à un noble. Ce modèle date d'hier. Aujourd'hui, même si vous êtes un aristocrate, vous ne pouvez rien obtenir sans argent. D'ailleurs, ce ne sont pas ces mêmes anges qui ont créé le Du Trading Group. Mais Vel et sa mère continuèrent de tenir des propos aussi utopiques. Dans ce cas, il n'y avait rien à faire. Le professeur informa le garçon qu'il devrait donner un insatisfaisant pour ce devoir. Le garçon n'aimait pas cela, mais il n'avait pas d'autre choix. Le devoir actuel consistait à vendre l'objet et à se faire payer. Et le garçon a dit qu'il ne le ferait pas. C'est pourquoi sa note était insatisfaisante. Alors, changez le devoir. Le problème depuis le début, c'est qu'il est ridicule. Le fils de l'aristocrate commence alors à s'indigner. Celui qui peut obtenir de l'argent en vendant l'arbre et qui gagne le plus recevra une récompense distincte de ma part. Faites de votre mieux. Le professeur Pro annonça à son tour. L'impolitesse de ce garçon était évidente. Même les autres enfants ne se rendaient pas compte de ce qu'il pouvait faire de bien. Mais il ne s'agit pas de lui pour l'instant. Ils doivent se concentrer sur leur travail. La tâche semble simple, mais si l'on y réfléchit bien, elle ne l'est pas tant que ça. La bûche elle-même ne rapporterait pas plus de quelques centimes. Il faut donc en faire quelque chose pour augmenter sa valeur. Quelque chose qui peut être en bois, quelque chose qui sera demandé. De la vaisselle rudimentaire à un cadre sculpté, en passant par un meuble jouet. En même temps, l'effort n'a pas besoin d'être considérable, mais le coût de production est directement lié au coût du bois lui-même. Le bois est utilisé dans de nombreux endroits de la vie, mais il s'agit d'un matériau peu coûteux et peu rare. Et Sophia ne pensait pas à travailler le bois. Et si vous avez recours à l'aide de quelqu'un d'autre, il faudra aussi le payer. Si tout va mal, le coût des marchandises sera plus élevé que leur prix de vente. Ainsi, non seulement Sophia ne gagnera pas d'argent, mais elle ne subira qu'une seule perte. La jeune fille a donc sérieusement réfléchi à ce qu'elle devait faire et à ce qu'il valait mieux faire. C'est alors qu'une idée géniale lui vient à l'esprit. Elle a informé le professeur qu'elle s'efforcerait de faire ses devoirs et est sortie de la classe en courant. À en juger par son enthousiasme, elle a déjà trouvé une solution. Cela me fait anticiper la prochaine leçon. C'est ce qu'a pensé l'éducateur à ce moment-là. La jeune fille savait que la personne qui serait en mesure de proposer le meilleur prix était celle qui se trouvait à Rome en ce moment même. Sans hésiter, elle a immédiatement couru vers son papa. C'est alors qu'elle apprit que ce dernier n'était pas occupé en ce moment. « Non, pas du tout. Si tu as besoin de quelque chose, c'est plus important que tout le reste. » C'est alors que son père lui dit « Honnêtement, j'ai une demande. Peux-tu me dessiner quelque chose ?»«
demande gentiment la petite fille. Lorsqu'elle lui demanda de dessiner sa grand-mère, il lui répondit qu'ils avaient beaucoup de portraits dans leur maison que son père pouvait lui montrer. Mais la petite fille refusa. « Hugues, dans ces portraits, les vêtements sont trop luxueux. Le visage de la grand-mère est trop sévère, » explique-t-elle. Or, l'enfant veut voir une grand-mère au sourire paisible. « Grand-mère est la maman de papa. Je veux la voir comme tu te souviens d'elle. » La petite fille ne cesse de le pousser à bout. Bien sûr, l'homme ne pouvait pas refuser sa fille. Il a donc essayé d'aider l'enfant. « Ma mère, voyons, la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a très longtemps, donc je ne m'en souviens pas bien, mais c'était une personne sensible, » dit-il. En quelques minutes, le portrait de ma grand-mère était prêt. Même si son père n'était pas sûr d'avoir fait du bon travail, la femme du dessin lui ressemblait beaucoup. C'était la belle grand-mère Sophia. La petite fille a remercié son père pour le dessin et lui a dit qu'elle allait jouer dehors pendant un moment. En chemin, alors qu'elle courait sur le sentier, elle tomba accidentellement avec le dessin. De plus, le père avait dit à l'enfant, quelques minutes auparavant, de faire attention et de ne pas courir trop vite. « Mon père n'est pas médium ? Dans ma vie précédente, j'ai trébuché et je suis tombée dans la vallée de la mort. Je devrais vraiment faire plus attention. » C'est ce qu'a pensé la jeune femme à ce moment-là. Eh bien, la jeune fille était déjà sur place. Derrière le manoir Rome se trouve un village où vivent les maîtres de maison. Contrairement aux serviteurs qui résident en permanence dans le manoir et disposent d'une chambre, ils vivent plus loin et produisent des objets sur mesure pour Rome. En d'autres termes, il s'agit d'un village créé par Rome pour ses artisans et leurs familles. Cependant, la jeune fille ne sait pas encore où se trouve la personne dont elle a besoin. Elle pensait même qu'elle devrait le demander à chaque personne qu'elle rencontrerait. Lorsqu'elle porta son attention sur sa main, elle s'aperçut qu'elle s'était égratignée. La jeune fille a compris qu'elle devait d'abord se laver les mains. Si cela s'aggravait rapidement, son papa s'inquiéterait. Elle décida donc d'aller chercher le puits. Quand elle le trouva, elle vit qu'il était assez profond. Elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas soulever le seau d'eau elle-même, car le bébé était trop faible. Elle décida donc de se pencher et de faire quelque chose. Dès qu'elle a regardé vers le bas, elle a été interceptée par un homme. « Qui êtes-vous ? Tes parents ne t'ont pas appris à ne pas jouer près du puits ?» lui demanda-t-il en la prenant par les aisselles. Lorsque la jeune fille se retourne, elle voit Alfaro Jean devant elle. C'est un sculpteur de génie dont le talent a été reconnu assez tardivement, à l'âge de 30 ans. Il était extrêmement reconnaissant à Rome qui, bien que tardivement, avait reconnu ses capacités de simple menuisier. Et en tant que sculpteur, il a dédié sa première création à leur famille. Il s'agissait de l'œuvre World Tree. Que d'émerveillement à la vue de cette sculpture. Elle était si artificielle et si grande. Une création méticuleuse, en effet. Et ce genre de génie ne s'est manifesté qu'à partir de la trentaine. En utilisant magistralement des dizaines d'arbres, il avait créé le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, l'incarnation de la crête de l'arbre du monde, le symbole de Rome. Avec cette seule pièce, il était devenu instantanément célèbre dans tout l'Empire. Et maintenant, il était si facile pour la jeune fille de le trouver. En sortant l'enfant du puits, il lui avait conseillé de ne pas trop s'amuser et de jouer à un jeu plus sûr. Maintenant qu'il voyait son visage de plus près, il remarqua que ses cheveux et sa peau étaient propres et que, de la tête aux pieds, elle était vêtue de façon élégante et coûteuse. C'est alors qu'il réalisa immédiatement que c'était une enfant de l'aristocratie qui se tenait devant lui. Aussitôt, l'homme commença à s'excuser auprès de la dame, mais la jeune fille lui tendit la main, lui montrant d'un geste de la paume qu'il devait cesser de parler ainsi. « Il n'y a pas lieu de s'excuser. C'était bien mon erreur. Et surtout, vous m'avez sauvée. » C'est alors qu'elle décida d'aller plus au fond des choses. La jeune fille décida de demander s'il était vrai qu'il était doué pour faire des sculptures. Mais le gars a tout de suite commencé à faire des caprices. « Tout ce que je fais, c'est sculpter des jouets d'enfants en bois et les vendre. »« Je ne suis pas très doué pour ça, » dit-il. Mais la petite fille intelligente lui fait remarquer que puisqu'il est payé pour ses créations, cela signifie qu'il est déjà un maître. Et après tout, ses œuvres d'art valent bien de l'argent. La protagoniste a donc déclaré qu'elle avait une faveur à lui demander. « Pourriez-vous faire un buste à partir de la photo ?
C'est ce qu'elle a demandé à l'improviste, mais poliment, à ce moment-là. À ce moment-là, le garçon a dû admettre qu'il avait toujours du mal à reconnaître les visages des gens, ce qui a un peu contrarié la petite fille. Elle s'est dit qu'il n'avait peut-être pas encore atteint ce niveau de difficulté. Mais pour sa plus grande joie, Alfaro lui a dit qu'il avait bien sûr déjà réalisé des bustes de membres de sa famille. Mais ce n'est pas tout. Sophia commençait à craindre que cela prenne beaucoup de temps, et le professeur leur avait donné un peu plus d'une semaine. Si le sculpteur n'y parvenait pas dans ce laps de temps, elle devrait trouver autre chose. C'est à ce moment-là que le gars a encore plus excité l'enfant. « Demain, c'est mon jour de congé, donc je devrais pouvoir y arriver en 4 jours. » Il semblait avoir entendu les pensées de Sophia et la rassurait encore plus. La jeune fille décida qu'elle devait lui faire une petite course et partir avant qu'il ne dise quoi que ce soit d'autre. Sophia lui tendit donc une feuille de papier et lui ordonna de travailler à partir de ce dessin. « Je compte beaucoup sur vous, c'est un cadeau. Je te paierai bien pour ton travail, » ajouta-t-elle. Mais le garçon commença à nier, disant qu'il ne voulait pas être payé. « Non, tu t'es perfectionné avec tant d'assiduité, Alfaro. Tout travail doit être payé. Je suis un Rom. Les Roms suivent fièrement les principes d'un marché équitable. Par conséquent, acceptez d'être payé, sculpteur. C'est votre droit. » La jeune fille têtue s'exprima clairement. « Bon, maintenant, une dernière chose. Je veux parler de la bûche que tu dois utiliser. Pourrez-vous la soulever? Il est trop lourd, je ne peux pas le porter. » C'est ce que dit la petite fille pour la dernière fois. Lorsque la petite fille rentra dans sa maison, elle fut immédiatement accueillie par ses frères Cyril et Miron. Les garçons commencèrent à la supplier de jouer à cache-cache avec eux. Elle a beau dire qu'elle est occupée, les enfants ne la croient pas. « Mensonge, tu n'es pas du tout occupée. Tu ne fais que lire des livres tous les jours. Fia, c'est mal. » Les enfants commencèrent à la persuader. « Je suis très occupée en ce moment. Plus tard, quand je serai plus libre, je ne manquerai pas de jouer avec vous. » J'ai dû promettre au personnage principal. Les garçons sont alors partis, mais la jeune fille sait qu'ils reviendront demain. Elle repensa aux 3 jours de lutte qui venaient de s'écouler. Dans la rue, ils se précipitaient, les repéraient à 30 mètres, les harcelaient tous les jours à l'heure des repas, les assaillaient de demandes de jeu à tout moment et n'importe où, et ainsi de suite. Et la jeune fille trouvait vraiment étrange que, pour une raison ou une autre, les garçons viennent si souvent la voir en particulier. Dans ma vie antérieure, ils ne s'intéressaient pas facilement à moi. Après le divorce de tante Chanel, ils sont restés avec mon père. Et une fois qu'ils ont reconstruit le château de Chou, ils ont agi comme s'ils n'avaient rien à voir avec Rome. D'ailleurs, tante Chanel, pourquoi a-t-elle divorcé de Beslan Chou en premier lieu? La jeune fille s'interroge également. Après tout, il était follement amoureux de sa tante. Il avait même abandonné son château pour elle. Et juste à ce moment-là, elle fut distraite de ses réflexions par son père, qui entra joyeusement dans la pièce. « Fia, regarde, papa a enfin terminé son nouveau livre », annonce Ruslan. Il l'a écrit lui-même, et il était sûr que la petite fille l'aimerait. C'est pourquoi il lui proposa de le lire ensemble. Auparavant, papa avait déjà écrit des dizaines de livres. Il a abandonné ses études à l'académie et ne s'est pas vraiment engagé dans des activités éducatives. Finalement, il s'est contenté d'écrire des ouvrages en un seul volume, qui ont ensuite pris la poussière dans les bibliothèques du manoir. Mais il avait toujours l'air heureux, quel que soit le résultat final. Sur quoi écrivait-il? Littéralement sur son amour pour sa fille. « J'attends avec impatience le jour où je pourrai choisir une robe pour le bal des débutantes de Fia, ma fille bien-aimée. » Le protagoniste a lu. Il pensait terminer ce livre avant que Sophia ne commence à porter des robes d'adulte. Le livre ne brille pas par la profondeur de son texte, mais grâce à lui, la petite fille a pu apprendre quels étaient les styles populaires dans l'empire Rambo, de génération en génération. Après tout, la mode a tendance à revenir. D'habitude, ce sont les mères qui s'occupent des robes des débutantes, mais papa s'en accommodera. « Alors ne t'inquiète pas pour ça, d'accord ?» demande-t-il alors. La jeune fille est littéralement émue aux larmes. Après tout, la jeune fille n'a jamais pu se rendre au bal des débutantes. Après la mort de son père, elle avait cessé d'exister aux yeux de tous. Personne n'avait même pensé à lui envoyer une invitation. Et elle-même était entièrement concentrée sur ses fonctions.
Elle n'avait pas le temps de faire ses débuts dans la société soviétique. Lorsqu'elle a pu atteindre une certaine position dans le clan, les lieux qui la liaient à son père avaient depuis longtemps été réaménagés, et elle n'avait plus aucun de ses livres sur les bras. Peut-être que dans une vie antérieure, il lui en avait écrit un, rêvant du jour où il choisirait personnellement sa robe. La jeune fille serra immédiatement son papa dans ses bras et lui déclara que c'était à lui de choisir sa robe par la suite. Bien sûr, nous nous assiérons tous les deux, nous ouvrirons ce livre en grand, nous regarderons tout attentivement ensemble et nous choisirons. Le père l'avait promis. Sophia souhaitait maintenant que cette fois son père bien-aimé soit sûr d'assister au bal des débutantes de sa fille. Elle souhaitait que, dans la robe choisie par son père, elle prenne sa main et entre dans la salle de bal. Cela valait la peine de changer de fortune pour cela. Pendant le voyage en calèche, la jeune fille décide de proposer à son papa de faire une promenade dans le jardin. La jeune fille expliqua son désir soudain de sortir de la voiture avant l'endroit où il se rendait par le fait qu'il faisait beau dehors. Le soleil brillait très fort. Mais en réalité, il était temps de préparer un terrain sûr pour papa. À ce moment-là, le maître, son assistant et ses autres fils examinaient le tissu que Croy Angel leur avait apporté pour qu'ils l'essaient. Léra se demanda de quelle matière première était fait ce tissu. L'homme lui répondit qu'ils fabriquèrent le tissu à partir des longues tiges d'une plante, le réfort. Angel expliqua que cette matière première était traditionnellement utilisée dans les régions orientales de l'Empire. Vin, quant à lui, ajouta que le chef du groupe commercial avait personnellement repéré tout ce qui s'y rapportait. Pourquoi cette prétention d'être un expert en tout alors que vous ne savez rien? Bien qu'il s'agisse d'une matière première traditionnelle, elle n'est utilisée que dans les régions orientales. Peu de gens connaissent cette matière. Un Vin effronté poursuit. Mais les gens aiment les curiosités, après tout. Les perspectives de cette entreprise sont très positives. Raconta le fils au roi du clan Rome. En réalité, il s'agissait d'un groupe commercial stupide, inadapté au commerce de choses. Cette entreprise ne visait qu'à corrompre l'impératrice. Une approche amateur, mais qui suffirait à l'impératrice. Van tremblait déjà d'impatience. Il pensait vraiment que, quel que soit son succès, cela l'aiderait à se rapprocher de l'impératrice. Sauf qu'en cas d'échec, il subirait non seulement des pertes, mais aussi la colère de l'impératrice. Et l'homme ne semblait pas avoir pensé à ces conséquences. À ce moment-là, Sophia se précipita vers eux. « J'ai cru entendre la voix de grand-père, et c'est vraiment toi! Papa et moi sommes sortis nous promener. J'ai aussi entendu la voix de la maîtresse, » dit la petite fille, qui arrive en courant à l'improviste vers les adultes. La petite fille commence immédiatement à s'interroger sur ce qu'elle voit devant elle. Elle s'étonne de voir autant d'étoffes identiques. « Mon oncle et moi nous demandons si nous pouvons gagner de l'argent en vendant ce tissu, » lui dit alors grand-père Garrick. L'enfant ne fit aucun signe, mais en réalité, la jeune fille, qui était revenue aux années où elle était enfant, savait très bien qu'il n'y avait aucun moyen de gagner de l'argent avec ça. Cette entreprise est un échec total. Ils ne connaissent même pas les caractéristiques et les avantages des tissus. Ils finiront par être obligés de tout abandonner, comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire avec leur argent. Il a fallu beaucoup de temps à Rome pour compenser les pertes qu'elle avait subies et pour être ridiculisée par les marchands pendant un certain temps. Mais personne ne veut écouter Sophia, l'enfant, même si elle leur parle de tous les aspects problématiques de l'affaire. Il faut donc que quelqu'un d'autre joue le rôle. C'est alors que le père se joint aux adultes. Il s'avère que la petite fille s'est éloignée de son papa et que celui-ci ne la rattrape que maintenant. « Papa, grand-père va vendre toutes ces choses !» déclare à haute voix la petite fille dès qu'elle aperçoit son père. L'homme tente de calmer sa fille en lui disant que puisque les adultes parlent maintenant, ils n'ont pas besoin d'être dérangés, et il commence à lui suggérer de sortir d'ici. Mais papa, regarde, ils disent que c'est fait avec de l'herbe de réfort. Comment peut-on faire du tissu avec de l'herbe? Incroyable. C'est alors que la fillette lui montra. Une telle affirmation l'a vraiment étonnée. L'homme s'est alarmé et a concentré son attention sur cette matière. C'était la première fois qu'il voyait une telle matière, et le tissu lui-même bruissait vraiment au toucher. Ruslan le sentait quand il le touchait. C'est alors que l'homme sentit le regard méprisant de son frère Van sur son visage. « Ah, désolé. C'est tellement intéressant de voir des choses qu'on n'a jamais vues que dans les livres. Sophia, allons-y. »
C'est ce que propose le père, et la jeune fille est déjà sérieusement effrayée. Elle savait que son plan ne pouvait pas s'effondrer comme ça. C'est alors que le père de Garrick intervint dans la conversation. Il demanda à Ruslan de préciser ce qu'il savait à ce sujet. « Je ne sais pas grand-chose moi-même, mon père. Tout ce que je sais, c'est que le réfort est utilisé dans certaines régions de l'Empire depuis une centaine d'années, raconte l'homme. Il est très facile de produire à partir de ce matériau, et il est très abondant, de sorte que les roturiers sont heureux d'acheter de telles étoffes. » L'homme dit, mais au moment où Ruslan parle des roturiers, il est arrêté par le vendeur. Croy était très en colère que Ruslan ne comprenne pas le concept de quelqu'un qui utiliserait ce tissu. « Vous dites que ce type de tissu est utilisé par les roturiers ?» Mais l'homme continua à convaincre les autres que c'était le CAS. Après tout, le tissu est rude et rugueux. Il ne convient donc pas aux tenues des nobles. Il n'y a rien de tel. La personne qui m'a parlé de ce matériau m'a dit que les nobles et les roturiers étaient heureux de porter des vêtements faits de ce matériau. Pourquoi faire de l'argent avec les roturiers? Le partenaire Wynne continue de crier. Le propriétaire intervint alors dans la conversation, car son fils avait raconté à l'homme que le fournisseur avait personnellement appris l'existence de ce tissu. Cela a mis Angel sur les nerfs. C'est un peu comme si c'était une de mes connaissances très proches qui s'en occupait, et je lui fais confiance comme à moi-même. Croy continua à dire, mais il semblait que cette connaissance l'avait piégé. En fait, le tissu de réfort présente un autre inconvénient. Comme il s'agit d'un matériau d'origine végétale, le tissu a une sorte de durée de vie. Comme on pouvait s'y attendre, lorsque Ruslan a ramassé un peu de tissu, il a constaté la présence de moisissures. Je sais qu'en raison de son origine végétale, le tissu est très sensible à l'humidité. Et récemment, c'était la saison des pluies, donc le tissu s'est abîmé. Le duc explique alors tout. On peut imaginer à quel point Croy était vexé. L'homme n'avait même pas d'autre solution, seulement le tissu au réfort. Et ça, cette option n'était pas perdue. Le réfort est une herbe commune. On peut donc en trouver dans les territoires voisins. Il n'y aura pas de problème pour l'extraction des matériaux. Ruslan ajouta également. « Oui, je ne fais que deviner, mais si vous espérez faire des aristocrates vos principaux clients, essayez d'ajouter de la flanelle lors de la création du tissu. » L'homme conseille également. Pour être honnête, ce matériau est vraiment très bon. Il est léger et respirant. C'est un très gros avantage. Et si vous le diluez avec de la flanelle, vous pouvez réduire considérablement le coût des marchandises, ce que l'homme a conseillé de faire. En dépensant un peu d'argent supplémentaire, vous pouvez économiser beaucoup plus tard sur le matériau principal. En même temps, le produit fini est plus doux et plus frais. Mais le professeur Lyra est intervenu dans leur conversation. L'homme leur dit que pour travailler la flanelle, il faut d'abord des artisans compétents. Il faut chercher un tisserand qui a les compétences requises. Rome n'a qu'une guilde de tisserands, les artisans y sont nombreux. Cependant, dans un tel CAS, lorsqu'on ajoute un nouveau tissu, la pression des bénéfices devra être réévaluée en fonction de la contribution de chaque partie à la production. Compte tenu du nombre d'artisans roms, je connais la meilleure solution. Les deux hommes eurent alors une conversation d'affaires agréable sur les profits futurs. « Bon, maintenant je vais vraiment y aller, père, frère. Viens, Sophia, dis au revoir à ton grand-père et à ton oncle. » L'homme dit alors et s'apprête à partir. Mais Garrick a arrêté Ruslan. Le père déclara qu'il confierait également des affaires au garçon. « Je pense que le chef du groupe commercial a besoin d'une personne plus compétente dans ce domaine. Qu'en pensez-vous » a demandé Garrick au fournisseur, qui a bien sûr accepté. La connaissance du produit est ce qu'il y a de plus cher, après tout. Vous êtes si érudit. Si vous pouvez nous aider, nous n'aurons rien à craindre. Même si je n'ai pas beaucoup de connaissances dans ce domaine, je ferai de mon mieux pour aider Rome, Garrick-san, dit Croy. C'est alors que Sophia se rendit compte qu'elle pouvait influencer la décision de son père. Après tout, elle ne pouvait pas rater une telle occasion. La jeune fille a donc commencé à supplier son père d'accepter. Ils ont donc pu signer un contrat avec Ruslan. Van, qui avait suggéré cette idée à l'origine, était horrifié. Mais tout s'est bien passé. Les connaissances de papa permettront de neutraliser les défauts du tissu, et cela n'interférera pas avec l'affaire. La famille Angel coopérera avec la famille Rom.
Vin n'est voulu qu'à cause de la position du fils aîné, alors que Ruslan et Lawrence n'existent pas pour eux. C'est pourquoi Vin a assisté à toutes les réceptions au palais impérial au nom de la famille Rum jusqu'à présent. Mais l'héritier de Rum est toujours élu à l'issue d'une compétition équitable. Si cette entreprise est couronnée de succès, l'invitation de la famille impériale se fera la prochaine fois au nom de Sophia et de son père. Et il y a quelqu'un dans le palais impérial qu'elle doit vraiment rencontrer bientôt. Le deuxième prince, Fer Brive-Du. C'est là que le garçon devrait se trouver. Dans la soirée de ce jour-là, la jeune fille se rendit à l'endroit où elle avait initialement prévu d'aller. Elle se rendit chez Alfaro pour récupérer sa statue. Il l'avait déjà terminée et s'était donné beaucoup de mal. Le personnage principal décida de regarder la sculpture d'un œil et lorsqu'elle ouvrit un peu la couverture, elle était déjà tombée amoureuse du buste. « Honnêtement, je me suis inquiétée pendant tout ce temps. Notre entreprise familiale est une menuiserie. Je me demandais constamment si je faisais bien de passer du temps à sculpter. Mais en travaillant sur votre commande, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ce travail. » Alfaro a partagé son expérience. Il remplace aujourd'hui son père et travaille comme charpentier. Mais dès qu'il a un moment de libre, il le consacre à la sculpture. Et peut-être qu'un jour, on pourra vraiment m'appeler sculpteur. C'est ce qu'a dit le jeune garçon, sans même se rendre compte que ce serait le sien à l'avenir. Le jeune génie a également confié que le fait de dire que sa sculpture avait de la valeur lui donnait de la force. Tout ce qu'il a vécu au cours de cette vie. Même si Alfaro travaillait comme charpentier à la sueur de son front, il ne se reposait pas le week-end. Il sculptait. Il a suivi son propre chemin en silence. Et il a su briller de 1000 feux au bout de ce dur chemin. L'empereur lui a personnellement donné le nom de Jean, qui signifie beauté. Il s'est donc déguisé en Alfaro Jean. Il lui dit « Écoute, Alfaro, tu ne veux pas faire de la sculpture seulement le week-end, n'est-ce pas ?» La petite fille entame alors un dialogue. Elle savait en effet que si seulement il pouvait le faire, il le ferait tous les jours. Il n'aurait plus le temps d'apprendre la menuiserie. La forêt à feuilles persistantes dont Wan s'était débarrassé n'était pas seulement un cadeau impérial. C'était un endroit très important pour grand-père. Grand-mère détestait le spectacle lugubre des feuilles mortes en automne. Et c'est pourquoi elle aimait sincèrement se promener avec grand-père le long du sentier de la forêt vierge. Même après qu'elle l'eût quitté, grand-père refit chaque jour le même parcours. Il continua à le faire jusqu'à ce que ses yeux deviennent complètement flous et qu'il soit cloué au lit. Dès que la petite fille a pensé à cela, elle a immédiatement revu son grand-père bien-aimé. Elle était entrée dans son bureau pour lui montrer son cadeau. Dès qu'elle a arraché le tissu, une sculpture d'une incroyable beauté est apparue devant lui. Natalia lui ressemblait beaucoup. La petite fille lui raconta que son papa avait dessiné le portrait de grand-mère et qu'elle avait demandé la sculpture à son amie. Dans les dernières années de sa vie, grand-père a perdu la vue parce qu'il était profondément attristé par le fait qu'il ne pouvait même pas voir les portraits de grand-mère. Aujourd'hui, même si sa vue se détériore, il pourra se souvenir de son image en touchant le buste du bout des doigts. Comme on pouvait s'y attendre, grand-père a lui aussi immédiatement reconnu le support de travail. Garrick était en fait très heureux du cadeau de sa petite fille préférée. « Oui, j'ai beaucoup de bons souvenirs de Natalia. C'est pourquoi je suis rempli de bonheur en regardant cette statue. » avoua l'homme à ce moment-là. « Alors, cela suffit. Si grand-père est heureux, alors je le suis aussi !» déclara alors Sophia. Elle savait qu'elle aurait encore beaucoup d'occasions de faire ses preuves en classe. En fait, le but de la classe n'est pas d'obtenir des notes. Les notes seules ne permettent pas d'accéder à la position d'héritier de la lignée. Si Sophia recevait des notes de son grand-père, cela ne serait pas considéré comme un échange à perte pour le système de notation. L'homme savait que, selon les règles de l'étiquette, on ne pouvait pas simplement accepter un cadeau aussi merveilleux, aussi décida-t-il de demander à la jeune fille ce qu'elle voulait en échange. Seul un profane complet demanderait de l'argent pour des devoirs en ce moment, pensa Sophia à ce moment-là. « Alors, grand-père, cette sculpture a été réalisée par un de mes amis. Il s'appelle Alfaro. » La petite fille commence à raconter. L'occasion de faire le lien entre un génie caché et un grand-père qui appréciait par-dessus tous les maîtres de leur art, Sophia ne pouvait pas la rater.
Le lendemain, en classe, Léra commence à interroger les enfants sur les résultats de leurs devoirs. Vel, comme on pouvait s'y attendre, n'a rien fait. Et les jumeaux ont reçu un peu d'argent pour le bois de chauffage qu'ils avaient donné à la servante. Puis, ce fut le tour de Larissa. « J'en ai fait du charbon de bois que j'ai vendu à la forge du manoir. Je devais donner un peu d'argent aux serviteurs qui m'ont aidé. Je n'ai donc gagné que 15 cuivres, » dit la jeune fille modeste. Et le professeur en fut agréablement surpris. Il fit l'éloge de la jeune fille. « Vous avez produit une marchandise spéciale et vous l'avez vendue là où elle est vraiment demandée. C'est très judicieux, » dit l'éducateur. Et c'était en effet inattendu. Sophia n'avait jamais pensé que Larissa, d'habitude toujours timide et silencieuse, pouvait avoir une idée aussi géniale. C'était maintenant au tour de Sophia. La jeune fille montra sa poitrine et dit que les honoraires étaient là. Fia dit qu'elle avait fait une sculpture à partir d'une bûche et qu'elle l'avait présentée. La petite fille avoua que la destinataire était très contente et elle lui offrit en retour une broche en émeraude. Elle ajouta qu'elle avait bien sûr payé l'homme qui avait réalisé la sculpture. Vel décida alors d'intervenir dans la conversation. Il ne croyait pas du tout ce que disait la petite fille. « Mensonge! Qui donnerait un tel bijou pour une sculpture en bois ? Tu as juste apporté la broche de ton oncle et tu essaies de tromper tout le monde !» L'homme se mit à crier. Mais la jeune fille lui répond d'un ton calme que le destinataire de la sculpture est son grand-père. Oh! Et le gars lui-même pouvait lui demander personnellement pour voir si elle avait raison. « Vel, tu te souviens que tu disais que moi, métisse, j'étais insignifiante et inutile ? Que je finirais par vivre comme ma mère roturière jusqu'à ma pierre tombale. Continue à penser cela. Tu seras déplacé par l'objet de tes moqueries. Comment te sentiras-tu lorsque tout ce que tu pensais être légitimement à toi te sera progressivement enlevé ?» a pensé le protagoniste. Après tout, ce n'était que le début. C'est à ce moment-là que la leçon d'aujourd'hui s'est terminée. Après que les enfants ont commencé à se disperser, Sophia a décidé de s'approcher de Larissa et de lui exprimer son admiration. Sophia était en effet agréablement surprise que la jeune fille se soit si bien débrouillée. « Le professeur a vu juste. Tu as agi selon les principes du métier. Tu lis toujours des livres, n'est-ce pas? On dirait que tu vas vraiment aimer apprendre, Larissa. Génial !» Le protagoniste ne cessait de la féliciter. Larissa était la sœur de Vel. Dans sa vie précédente, grâce à l'aide de l'impératrice, à peine sortie de l'adolescence, elle avait été forcée d'épouser un aristocrate beaucoup plus âgé qu'elle. Mais Larissa, négligée par son propre mari, ridiculisée même par les serviteurs, repoussée par la famille en qui elle avait confiance, commença à s'étioler. Et finalement, seule, dans une maison inconnue, loin de Rome, elle ne tarda pas à se flétrir et à retourner à la terre humide. Une fille fragile, comme si elle pleurait ou babillait qu'elle ne voulait pas quitter Rome. C'est ainsi que Sophia a vu Larissa pour la dernière fois. La protagoniste l'avait alors prise pour une fleur trop raffinée et trop faible. Mais non. Larissa est bien plus intelligente que Vel et que les deux jumelles. Cela ne vous dérange pas de rester encore un peu en ma compagnie ? C'est seulement ma deuxième leçon, alors j'apprécierais vraiment que vous m'aidiez à m'y habituer. Sophia proposa alors et tendit la main de sa nouvelle amie. Bien sûr, la jeune fille accepta avec joie. Pour la petite fille elle-même, c'était une bonne occasion de faire d'elle une autre bonne spécialiste de Rome. Et Sophia était déterminée à ne pas la laisser mourir à nouveau de façon aussi insensée. À ce moment-là, une réunion avec le responsable de la banque Rome avait lieu dans le bureau du maître, et Ruslan était un peu en retard. C'est alors que son frère lui demanda ce qui occupait habituellement cet homme, puisqu'on ne l'avait pas vu ces derniers temps. Comment dire ? Je travaille pour le compte de mon père, bien qu'il soit difficile d'appeler cela du travail. On me consulte parfois, c'est tout. Ruslan avoua alors, ce qui choqua encore plus ses proches. Après tout, c'était le maître lui-même qui lui avait confié cette mission. Il était évident que Lorenz était déjà jaloux de son jeune frère. Maintenant que nous en parlons, je dirais, Ruslan, de ne pas prendre la grosse tête parce qu'on t'a confié une fois une affaire sérieuse. Tu n'auras plus jamais cette chance, alors profite-en tant que tu le peux, tu comprends ? Le frère aîné de la famille commence alors à le menacer. Ruslan, quant à lui, commence à se défendre en expliquant qu'il est vraiment désolé de la tournure des événements. « Je n'ai jamais pensé à cela. Si vous voulez, je vais au moins donner le travail à mon frère tout de suite. »
Il le proposa même. Mais cela ne fit qu'accroître la colère de Vin lui-même. Seule la jeune fille assise à côté de lui parvint à les calmer. « Père va bientôt arriver. Alors vous allez continuer à vous énerver comme un poulain à qui on a tiré la croupe ?» dit Chanel. Mais Vin était tellement en colère que tout en lui se contractait à la simple vue du jeune homme. Il décida donc de quitter la pièce. Immédiatement après, Ruslan remercia sa sœur de l'avoir aidé à calmer l'arrogant, même si la jeune fille continuait à le considérer comme un lâche après tout. Tu es capable de te passionner même pour des bêtises, mais dès qu'il se passe quelque chose, tu laisses tout tomber et tu t'enfuis. Tu te caches dans ton arbre creux sans même essayer de te battre. Madame continua à parler. Elle voulait seulement faire comprendre à Ruslan qu'il ne pouvait rien protéger en se cachant et en s'enfuyant. Après tout, elle avait entendu dire que sa petite fille était très intelligente. Mais un cerf lâche ne peut pas donner naissance à un lion. Et elle s'inquiétait vraiment de savoir si la faiblesse de Ruslan n'allait pas ruiner cet enfant. À ce moment-là, les enfants étaient dans leur chambre. Sophia avait finalement accepté de jouer à cache-cache avec les jumeaux. C'est maintenant à elle de chercher Miron et Kirill. La fillette décida de rester un peu dans la forêt et de partir à leur recherche le moment venu. C'est alors qu'elle entendit un étrange bruissement près d'elle. Il n'aurait pas dû y avoir de serviteurs à cette heure-ci, ce qui la surprit beaucoup. Dans la seconde qui suivit, Sophia remarqua un garçon qu'elle ne reconnut pas. Elle pensa qu'il s'agissait d'un invité égaré. Alors qu'elle continuait à l'observer, elle remarqua qu'il enlevait son chapeau aristocratique et, d'un geste sec de la main, le jetait sur le sol. La jeune fille décida de faire comme si elle n'avait rien vu. Elle devait chercher les jumeaux après tout, mais l'étranger se tourna alors directement vers elle. « Hé, je vais vous donner une chance de me rendre un service. Raccompagne-moi. » Le petit garçon grossier marmonna en même temps.